honnêtement, la photo, c'est quand même une invention incroyable. C'est quand même une superbe façon d'immortaliser des souvenirs, de les garder quelque part, dans un petit coin. Alors bon, si dans la plupart des cas... c'est mieux comme ça. Il est question de choses positives, que ce soit des photos de vacances ou de sa famille. On peut aussi, sans le vouloir, prendre des clichés un peu plus glaçants. Et rapprochez-vous, vous êtes bien sur Compte Fécond, et aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs photos qui, à première vue, n'ont rien de spécial, mais qui, quand on creuse, cachent quand même un horrible dénouement. Parce qu'il se trouve qu'en fait, les auteurs de ces photos-là n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils venaient d'immortaliser. En l'occurrence, les derniers instants de vie d'une ou de plusieurs personnes. Bref, il se trouve que j'ai toutes les photos dans les mains, et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sera notamment une performance sportive qui n'avait sur le papier rien de dangereux, ou même la photo d'un pont prise un peu au pif et qui va déboucher sur une horreur, et surtout une photo glaçante d'un homme politique philippin et de sa famille. Et qui dit photo dit souvent, téléphone, puisque c'est grâce à eux qu'on peut filmer et qu'on peut capturer des moments uniques, comme on va le voir très vite. Mais bon, pour protéger ces petits appareils, éviter évidemment qu'ils se cassent, vaut mieux quand même être équipé. Comme par exemple avec une coque de smartphone, et ça tombe plutôt bien parce que c'est Rhinoshield, que je ne présente d'ailleurs plus, qui sponsorise la vidéo. Et vu qu'en vrai, c'est bientôt le Black Friday, ils ont mis les petits plats dans les grands et ils vous proposent jusqu'à 40% de réduction sur leurs produits. Alors que vous soyez fan de One Piece ou alors même de Star Wars, après vous pouvez être aussi fan de Formule 1, il y a même une coque à l'effigie d'Esteban Ocon pour fêter son récent podium au Brésil. Après vous pouvez retrouver de nombreux produits à l'effigie de séries, de films ou même d'équipes de sport dans leur catalogue. Et en plus des designs déjà présents sur le site, en fait vous pouvez également faire une coque personnalisée pour mettre par exemple une photo de votre neveu. Là regardez c'est Gustave, il prend un peu de bon temps pour une fois, bon ça va pas durer selon moi. Après peut-être que vous avez déjà changé votre coque de smartphone récemment et que vous n'êtes pas intéressé. Pas de souci. J'ai d'autres petits tours dans ma manche. Enfin, ma manche. Bon, vous avez compris. Parce que Rhinoshield, ils ont fait fort parce qu'il y a aussi des coques d'iPad, des protections aussi pour vos AirPods ou même pour vos AirTags. Il y a aussi des coques et des bracelets pour votre Apple Watch où il y a même aussi l'AquaStand qui est cette gourde, en fait, avec un support MagSafe inclus. D'ailleurs, certains de leurs nouveaux produits, comme les coques Circular Next, c'est celles-là, qui sont issues de matériaux recyclés, ou même les coques d'iPhone 16 qui sont aussi en promotion. Alors bon, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, j'ai une offre en or pour vous, parce que avec le code CONTEFÉCOND15, vous bénéficiez de 15% de réduction, en plus des promos déjà présentes sur le site, et ceci jusqu'au 3 décembre prochain. Donc si vous hésitez sur le Black Friday ou même vos cadeaux futurs de Noël, n'hésitez pas à ce moment-là, vous avez le lien juste en description. Sur ce, nous, écoutez, on attaque avec la première photo. Alors pour cette première photo, on va remonter loin, très loin. D'ailleurs, il sera plus exact de parler non pas de photo, mais de daguerreotype, qui est globalement l'ancêtre de la photographie. Et là, bon, en fonction des sources, la date de ce cliché diffère un peu, mais en gros, c'est entre 1853 et 1879. C'est celui-là. On va analyser ça d'un petit peu plus près, parce que c'est quand même un peu fouillis, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? C'est vrai qu'il n'y a rien de spécial là, en fait, cette photo. Et d'ailleurs, si ça se remarque pas forcément, ce qu'on voit au premier plan, c'est un cours d'eau. C'est pas de la neige, c'est vraiment de l'eau, mais qui est vraiment agitée. Et d'ailleurs, cette eau, c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est celle du Niagara, qui termine sa course dans les chutes du Niagara, donc du même nom. Mais on voit aussi et surtout, clairement, là quand même, un homme qui semble être en train de faire une sorte de surf. Il est sur une embarcation en tout cas. Sauf qu'en réalité, non, ce n'est pas une embarcation. D'ailleurs, l'homme en question, c'est un certain Joseph Avery. Et en vrai, il est sur un tronc d'arbre, piégé au milieu du courant. Et là, il va y passer des heures sur ce tronc d'arbre, de très longues heures. Et alors qu'en fait, il voulait descendre la rivière en barque avec ses collègues pour aller travailler un peu plus loin, leur embarcation s'est brisée. Vraiment, le Niagara, c'est vraiment un fleuve violent. Et ses deux compagnons disparaissent tout de suite dans les flots. Alors que lui, de son côté, il arrive péniblement à se hisser sur ce gros morceau de bois de fortune qui semble accroché au fleuve. Bon, là, le pauvre homme, il va y passer la nuit, tout seul, et c'est que le lendemain matin qu'il sera aperçu depuis la berge. Et là, avec l'aide de plusieurs embarcations, plusieurs tentatives vont être faites pour récupérer Avery, sauf que le courant est trop fort, ça ne marche pas. Et du coup, dans une ultime tentative, on va alors aller sur un pont, on va y attacher une grosse corde et du coup, à l'autre bout de la corde, on balance une barque et on va laisser la barque voguer jusqu'à lui pour qu'ensuite il puisse l'atteindre, il puisse monter dedans. Après, on hisse la corde et on le récupère. Ça, c'est le plan. À partir de là, des témoignages qui ont été recueillis, effectivement, Avery a réussi à toucher la barque, à monter dedans, mais la barque, hélas, n'a pas tenu le coup par rapport à toute la force du courant et elle s'est cassée la tronche. Elle a fait tomber alors Avery dans la rivière avant d'être emportée au loin et probablement tomber des chutes du Niagara pour finir par mourir on ne sait où. Alors, s'il est impossible de savoir à quel moment précis du cauchemar, on le voit lui sur cette photo, c'est sans doute le dernier cliché de lui qu'on a vu vivant. Alors pour la deuxième histoire et photo, on change complètement de cadre.
Non, on parle pas de ce cadre-là. On change vraiment de cadre et d'époque, puisque là, je vous emmène aux Bahamas à la fin des années 2013. Et si on se retrouve là-bas, c'est pour le Vertical Blue, qui est une compétition d'apnée qui réunit les meilleurs spécialistes de la discipline. Et ça se déroule ici, au Dean Blue Hall. Et c'est vraiment très très beau comme cadre. Hein. C'est carte postale, quoi, tout simplement. Et là, on a tiré une photo, et l'homme que vous voyez sur cette photo, c'est Nicolas Mevoli, qui est un accessoiriste qui bosse pour le cinéma et la télévision à New York. Alors, à première vue, son taf, ça n'a rien à voir avec les étendues de sable des Bahamas ou même la plongée. Mais voilà, il se trouve que Nicolas, il s'est pris de passion pour l'apnée et il a commencé la compétition au début de l'année 2012. Bon là, il a un petit peu paniqué, je vous avoue, on se demande qu'est-ce qui se passe, mais on va y venir. En tout cas, dans son parcours, lui, rapidement, il remporte quelques compétitions, il établit des petits records et il décide de s'attaquer là à un gros morceau. C'est le fameux Vertical Blue. Il faut quand même que je vous le dise, mais c'est une sacrée épreuve, et c'est très prisé dans le monde de l'apnée. Cette année-là, il y a 34 athlètes représentant 16 pays, et 26 records nationaux ont été établis au cours des 6 premiers jours de la compétition qui devait s'achever mardi. Les athlètes concourent dans 3 catégories. Poids constant, où les plongeurs plongent avec une monopalme, immersion libre, où les athlètes se tirent le long d'une corde jusqu'à la profondeur souhaitée, et l'épreuve la plus difficile, celle que Mevoli a tentée le dimanche, poids constant sans palme. Bon, après une tentative manquée le vendredi, Nicolas remet le couvert 2 jours plus tard dans cette fameuse catégorie. Donc difficulté 3 sur 3 quoi. En tout cas pour lui l'objectif est simple, prendre une énorme respiration et atteindre les 72 mètres de profondeur. Alors il y va, il plonge, d'ailleurs la majorité de la descente se passe très bien. Mais arrivé à 68 mètres, il commence à faire demi-tour pour remonter à la surface. Avant de finalement se raviser, comme s'il disait non il faut quand même que je descende, et de continuer alors à descendre pour atteindre finalement son objectif qui est 72 mètres. Il était vraiment à 4 mètres de son objectif honnêtement. Et bon, en tout cas, après 3 minutes et 38 secondes sous l'eau, en apnée, vraiment sans rien, Nicolas remonte à la surface et c'est à ce moment précis qu'est enfin prise la fameuse photo. Vraiment pour immortaliser le moment, on fait « Oh, félicitations, bravo !» Sauf que comme on le voit, il fait quand même la gueule, il y a un truc qui se passe pas bien. Et justement, quelques instants après, il perd connaissance. Bon, là, les secours sont déjà sur place au cas où. Ils tentent un massage cardiaque, ils essayent de le ranimer, mais ça marche pas. Du coup, il est rapidement transporté au centre de secours le plus proche. Et malheureusement, il est trop tard, car Nicolas est en train de succomber à un œdème pulmonaire, sans doute à cause de sa manœuvre bizarre entre 68 et 72 mètres de profondeur. Et c'est d'ailleurs le premier athlète à mourir lors d'une compétition internationale de plongée en apnée. Et bien sûr, elle ne le savait pas à l'époque, mais la photographe Lia Young-Jo Barrett a tout simplement pris le dernier cliché de Nicolas encore vivant. Alors, pour notre troisième histoire et photo, là on file du côté des États-Unis et du côté du barrage Hoover, qui se trouve à Las Vegas, à côté en tout cas. Alors comme vous le voyez, en fait, il y a un énorme pont qui passe au-dessus du fleuve du Colorado, comme vous pouvez le voir sur cette image aérienne. Alors, ce que je trouve quand même bizarre sur cette photo avec ce pont, c'est, mais les gars, pourquoi vous n'avez pas construit le pont sur le barrage qui sert à ça aussi? Ou en tout cas, juste à côté, appuyez-vous sur le barrage. Non, ils ont tout reconstruit. C'est vraiment les Américains, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est pas cette photo qui nous intéresse. Nous, c'est plutôt celle-là, qui a été prise par une certaine Francesca Bosco, et qui est sur le pont, cette fois-ci le pont, et pas sur le barrage. Et c'est le 10 janvier 2014, en fin d'après-midi. Une photo qui, honnêtement, n'a rien d'exceptionnel, qui est mal cadrée d'ailleurs, vraiment pas ouf, je plaisante. On voit le ciel, un petit peu le massif rocheux, mais on voit surtout des voitures et puis des passants sur le côté droit du cliché. Et c'est du côté des passants qu'il faut se focus, nous. Et notamment sur la femme en premier plan, qui semble se balader le long de la rambarde et regarder en bas. Alors, la photographe, elle, Francesca, elle continue de faire des photos un peu partout, et surtout du canyon. Et alors qu'elle continue à prendre des photos un peu partout, à un moment, elle se retourne du côté du pont, sauf que là, la femme a disparu. Et là, elle vient de comprendre, avec effroi, que la femme en question vient de se jeter dans le vide, pour disparaître près de 275 mètres plus bas. Bon, là, les secours arrivent alors rapidement sur place, mais bien sûr, il est trop tard. La police comprend d'ailleurs rapidement que ce n'est pas sur le pont qu'ils vont la retrouver. En fait, le corps de cette femme, du nom de Esther Papaiotti, sera finalement repêché dans la rivière assez tôt le lendemain matin, et ce sera qu'à ce moment-là qu'elle sera identifiée. Si seulement j'avais su qu'elle allait faire ça, j'aurais certainement essayé de l'aider, mais comment j'aurais pu savoir? Comment quelqu'un aurait pu savoir? On aurait dit qu'elle attendait que tout le monde tourne la tête pour ne pas la voir. Comme si elle avait tout prévu. Je suis triste de ne pas avoir pu sauver la vie de la femme, mais je suis soulagée si on peut dire que mon fils de 14 ans soit parti aux toilettes à ce moment-là et qu'il n'ait pas été témoin de ça. Bon, après autopsie, la cause de la mort a été attribuée à, je cite, un choc contondant multiple à la poitrine, au bassin et aux extrémités inférieures. Et le décès a été considéré comme un suicide par chute, sans trop de surprise. Alors bon, c'est vrai qu'avec une telle chute, ça doit être vraiment violent. En tout cas, suite à une enquête, il s'est avéré que Papaiotti avait des tendances
et qu'elle avait déjà participé à des réunions dans la ville de Tempe. Et quand je dis réunion, c'est des trucs un peu dans le style alcoolique anonyme. Et on apprendra que finalement, elle avait tout prévu pour sauter la vie ce jour-là, à ce moment précis. Mais il y avait honnêtement très peu de chances pour que ses derniers instants sur Terre soient immortalisés par une photo. Malheureusement, c'est ni une première ni un cas isolé sur ce pont. Parce que entre son ouverture en octobre 2010 et le décès de Papa Yoti, donc 4 ans plus tard, eh bien 7 personnes se sont suicidées en sautant du pont. Alors pour notre 4e cliché, quoi de mieux qu'une petite photo de famille? C'est vraiment adorable. En même temps, après tout, c'est quand même pour ça que la photographie a été inventée, pour immortaliser ces moments et pouvoir se les remémorer plus tard. Et c'est donc dans cette optique qu'un certain Dave Halley a pris la photo que vous voyez là, donc avec sa femme et puis sa fille. Et là, toute la petite famille a pris place à bord d'un Boeing 777 à l'aéroport d'Amsterdam. On est alors le 17 juillet 2014 et il s'apprête à traverser la moitié du globe en direction de la Malaisie et de sa capitale, Kuala Lumpur. Bon là, peu après-midi, heure locale, l'avion décolle des Pays-Bas, il passe au-dessus de l'Allemagne, de la Pologne, puis de l'Ukraine. Il se trouve que même si c'était il y a 10 ans, à l'époque, c'est déjà en fait la guerre dans l'extrême est du pays avec la Russie. C'est vraiment pas récent le conflit Ukraine-Russie, quoi. Vraiment, il y a une petite animosité entre eux. Et d'ailleurs, ça fait même quelques jours que les avions doivent dévier de leur trajectoire habituelle pour ne pas survoler la zone de conflit. Ça pourrait être mal interprété. Sauf que là, voilà, alors que l'avion se trouve globalement dans cette zone, si on se fie au radar, eh bien on perd complètement sa trace environ 3 heures après son décollage. Et bon, là, contrairement au vol Malaysia Airlines 370, qui disparu quelques mois auparavant, sans laisser de traces, bon, en tout cas, lui, c'est pas pareil, parce que là, on apprend nous rapidement que cet avion, celui dont je parle là, qui est le Malaysia Airlines 17, il s'est écrasé près du village de Rabov, à l'est de la région de Donetsk. Mais alors là, la question, c'est comment? Bon, déjà, oubliez tous les problèmes météorologiques ou même un dysfonctionnement de l'avion, parce que l'appareil a tout simplement été abattu par un missile sol-air, alors qu'il volait à près de 10 km d'altitude, soit une altitude normale. Un missile, d'ailleurs, dont le système de lancement nécessaire est possédé par l'armée ukrainienne et par l'armée russe. Bon là, évidemment, une enquête au niveau européen a été ouverte pour savoir si ça venait du coup des Russes ou des pro-russes qui voulaient abattre un avion militaire ou même de l'armée ukrainienne. Ouvert en mars 2020 avec une triste lecture des noms des victimes, le procès a duré plus de 2 ans et demi et s'est tenu aux Pays-Bas, car la plupart des victimes étaient des ressortissants néerlandais. Les Russes Igor Gourkin, Sergei Dubinsky ainsi que l'Ukrainien Leonid Karchenko ont été reconnus coupables de meurtre ainsi que d'avoir joué un rôle dans la destruction de l'avion. Le drame avait suscité l'indignation mondiale et entraîné des sanctions contre Moscou. Et le procès est devenu entre-temps un test pour les efforts visant à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre en Ukraine depuis 2014. Voilà, plus de 10 ans après cette tragédie, qui a coûté la vie quand même à 298 personnes, dont 80 enfants, les têtes pensantes derrière cette attaque sont toujours en liberté. On ne sait pas qui a agi. Et du coup, le regretté Dave Halley, celui qui a pris donc cette photo, ne savait pas qu'elle allait rentrer dans l'histoire d'une façon quand même assez macabre. Pour cette 5e photo, là, je vous emmène à nouveau sous l'eau. On aime bien la flotte ici, bon, voilà, c'est comme ça. Pour une histoire donc de plongée. Mais là, bon, il y a quand même énormément de différences avec l'histoire de Nicolas. Donc voici la photo en question. On y voit déjà un homme, donc c'est un homme, voilà, je vous le dis, en premier plan, qui prend la pose alors qu'il est proche du fond de l'eau. Et juste derrière lui, il y a un autre plongeur qui nage dans la direction opposée. Mais il y a peut-être une autre personne, une autre silhouette que vous avez peut-être pas remarqué. Et c'est ce truc-là, cette silhouette, cette ombre-là. Alors, faut se rendre compte, mais là, cette personne, parce que c'est une personne qu'on voit là, elle se trouve au fond de l'eau. Elle est sur le sable. Et cette personne, c'est une certaine Christina Watson, qui est alors en pleine lune de miel, et qui alors avait décidé de plonger avec son mari du côté de la grande barrière de corail, au large de l'Australie. Seulement, son mari, lui, il n'est pas sur la photo qu'on voit là. Ce n'est pas l'homme là, ce n'est pas l'homme au premier plan, ni le deuxième, et ça a son importance. Alors, je ne vais pas créer de faux suspense, Au moment où cette photo est prise, Christina Watson, qui est donc au fond de l'eau, est dans un état plus que grave. Alors déjà, on peut se dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un accident de plongée à cause d'un dysfonctionnement du matos? Est-ce que c'est un manque d'expérience qui a mené peut-être à une erreur humaine? Eh bien en fait pas vraiment, parce qu'en effet, comme je viens de vous le dire, là on est dans le cadre d'une lune de miel, et qui dit donc lune de miel dit mari, et ce mari a un rôle dans cette tragédie. Bon, déjà pour ce qui est de Christina Watson, le temps qu'elle soit remontée à la surface, eh bien, elle est malheureusement décédée. Mais il va falloir savoir pourquoi et comment. Bon, là, rapidement, une enquête est menée et le mari donne sa version des faits. En fait, le courant était plus fort que prévu et alors qu'il voulait remonter, il a vu sa femme qui a paniqué avant de détacher son masque et sa réserve d'air. Et là, il a alors vu sa femme couler vers le fond, mais plutôt que d'aller l'aider, il serait directement remonté à la surface pour trouver de l'aide. En disant notamment qu'il avait un problème d'oreille interne qui l'empêchait de toute façon de plonger profondément. Alors ça, c'est la version de
mari, sauf que les plongeurs tout autour donnent une version toute différente. À savoir qu'en fait, le fameux couple était en train de se faire une sorte de câlin, ils s'enlaçaient, on ne sait pas trop, avant que Christina ne coule suite à ça. Et là, après l'autopsie, on remarque que la jeune femme est morte d'une embolie gazeuse qui a débouché ensuite sur une noyade. Pour moi, Gabe Watson, le mari, a maintenu sa femme sous l'eau, puis il a fermé le robinet de sa bouteille d'air jusqu'à ce qu'elle suffoque, avant de finalement remettre l'air en marche pour la laisser couler jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon alors, est-ce que c'est un homicide involontaire, un meurtre plus ou moins prémédité? En tout cas, ça va déboucher sur des semaines, des mois et même des années d'enquête, d'accusations et de procès en tout genre. Et surtout, en grattant un peu plus, l'enquête va montrer que d'une part, Christina n'était pas très confiante à l'idée de plonger et que surtout, il y aurait une histoire d'assurance vie derrière tout ça. Bon. Je vais pas vous faire le déroulé du procès, mais il se trouve que le mari a quand même changé 16 fois de version au cours de plusieurs années. Vraiment, ça a évolué avec le temps, quoi. Alors, par exemple, lorsque Christina a été ramenée à la surface, son détendeur qu'on met dans la bouche pour respirer, il était toujours dedans et sa bouteille contenait encore de l'air. Donc, c'est quand même bizarre par rapport à la première version du mari. En plus de ça, les experts n'ont révélé aucune défaillance de son équipement, contrairement à ce que disait le mari. Et du coup, résultat de tout ça, après des années de procès très fatigantes, le mari n'a pas plaidé pour meurtre, mais a plaidé coupable pour homicide involontaire. Finalement, il s'est avéré que Gabe Watson n'était pas du tout le plongeur chevronné qu'il se prétendait être, et qu'il avait aussi menti à beaucoup de monde. En réalité, il n'aurait pas dû être autorisé à plonger avec sa femme, car il n'avait pas l'expérience pour ça, et ils auraient dû être accompagnés d'un professionnel. Mais bon, néanmoins, et sous couvert de bonne volonté, on va dire, comme le fait de revenir en Australie pour le jugement de son propre chef, en fait, le mari n'a dû faire que quelques mois de prison. Sauf que, alors qu'il terminait sa tôle en Australie, du côté des États-Unis, il y avait un autre procès qui a retenti, avec l'arrivée apparemment de nouvelles preuves. Il a été finalement rapporté que Christina avait subi une opération au niveau du cœur pour corriger un rythme cardiaque irrégulier 2 ans plus tôt. Mais dans sa demande de plongée, elle avait déclaré n'avoir jamais eu de problème cardiaque ni subi d'intervention chirurgicale. Christina Watson n'était donc pas apte à plonger sans l'autorisation d'un cardiologue. Et il se trouve qu'après toutes les batailles d'avocats interposées, des rétractations et puis l'absence des fameuses preuves, le mari, Gabe Watson, ne sera finalement pas reconnu comme coupable. En tout cas, le plongeur derrière cette photo, qui voulait juste immortaliser un moment avec son pote, ne pouvait pas se douter un seul instant qu'il avait capturé les derniers instants de Christina Watson. Alors bon, si vous pensiez avoir tout vu avec les premiers clichés, notre 6e et dernière photo risque peut-être de vous glacer le sang. On va voir. D'ailleurs, il y avait quasiment aucune chance pour qu'une telle photo puisse être prise. Mais bon, plus que les mots, voici la photo en question. Alors je vous la montrerai pas sur mon cadre là, parce que moi j'ai une photo un peu plus avancée. Ça risque trop de vous spoiler. Vous allez voir ça après. Bon, en tout cas sur cette petite photo là, il n'y a rien de spécial, juste une famille immortalisée, et c'est le 1er janvier 2011 pour fêter une nouvelle année. Mais cette photo, je l'ai quand même un peu découpée pour pas vous montrer la partie la plus embêtante. Parce que l'autre partie de la photo que j'ai coupée, c'est cette partie-là. Donc avec cette bagnole, cette fille avec le t-shirt rose et surtout cet homme qui braque quelque chose sur nous. Et donc si on met presque bout à bout les éléments, ça donne quelque chose comme ça. Alors donc ouais, manifestement, il a l'air de braquer une arme directement sur nous. Et en fait, il vise précisément le photographe Reynaldo Daxa. Et bien évidemment, ni sa femme, ni sa fille, ou même sa belle-mère, qui sont toutes de dos au mec qui braque l'arme, ne remarquent sa présence. Et d'ailleurs, quelques millisecondes plus tard, un coup de feu part et va tuer le photographe sur le coup. Et d'ailleurs, peut-être le pire dans ce cauchemar, c'est que les membres de la famille n'ont même pas entendu le coup de feu partir parce que à ce moment-là, c'était la nouvelle année, il y avait des bruits de pétards de tous les côtés. Sauf qu'il y a bien un truc qu'ils voient, c'est que le corps de Reynaldo s'écroule sur le sol. Et il se trouve que Reynaldo Daxa, c'était un conseiller municipal de Manille, donc la capitale des Philippines. Et là, il y a fort à parier qu'il a été victime d'une vengeance suite à une arrestation passée, si là, on se fie à la police locale. Et en fait, l'assassin, donc ce type-là, c'était un banal voleur de voiture qui avait fait donc d'autres délits et qui avait été même libéré sous caution avant de finalement ôter la vie à notre photographe, qu'il estimait responsable de son sort. D'ailleurs, il ne le saura jamais, mais avec ce cliché, Reynaldo a permis lui-même l'identification et l'arrestation de son meurtrier. Eh bien, voilà pour nos photos du jour, en espérant que ce tout nouveau format, en fait, sur Contes Féconds, en tout cas en format long, vous ait plu. Alors si de votre côté, vous avez déjà pris des clichés vraiment très étranges, peut-être rocambolesques ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à les montrer. Vous savez, les fameux photobombing, mais en version un peu plus trash. Et sur ce, moi, je vous souhaite une belle fin de soirée et à la prochaine vidéo. Bye.